Raphaël Molina, bonjour et bienvenue sur BlockX. Raphaël, tu es avocat cofondateur chez Influxio ETH, donc un cabinet d'avocats spécialisé dans les problématiques juridiques liées aux NFT, dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Salut Pierre, merci effectivement de cet échange aujourd'hui. Donc on a lancé maintenant il y a plus d'un an le cabinet donc Influxio ETH, effectivement spécialisé dans les questions juridiques liées aux NFT. On s'est spécialisé justement dans les NFT parce que déjà par amour de la techno en elle-même, parce qu'on la trouve particulièrement intéressante, et aussi parce que les problématiques juridiques posées par les NFT sont quand même assez spécifiques et que on voulait vraiment justement se spécialiser là-dedans pour répondre au mieux aux questions, aux questionnements et aux problèmes auxquels étaient confrontés les porteurs de projets de l'écosystème. Et c'est vrai que depuis 2020, on voit une montée du nombre de projets NFT et on a voulu y répondre à travers une offre qui permette aux entrepreneurs de ne pas avoir forcément trop d'interlocuteurs différents et donc de rassembler, si tu veux, les services, les services juridiques dont on pense qu'ils ont besoin. On en reviendra un peu plus tard, mais voilà, moi à la base, donc effectivement, j'avais créé une start-up. J'avais arrêté mes études pendant 2 ans, j'avais créé une start-up dans la tech, et c'est un peu ce goût justement de la technologie qui m'a amené à m'intéresser depuis 4-5 ans à la blockchain et particulièrement voilà, ces dernières années à la technologie NFT. Ok, non, c'est très clair. Parce qu'en l'occurrence, les NFT, c'est pas récent, mais l'arrivée au grand public, donc aux entrepreneurs, donc aux opportunités qui peuvent être créées, c'est quand même relativement récent. Il y a beaucoup de choses qui passent. Il y a encore beaucoup de flou, parfois juridique, dont on va parler, parce que toi, tu viens justement là voilà, pour décortiquer tout ça et regarder ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire et faire du conseil. Dans vos, dans vos services, j'imagine qu'au début, ça a commencé par de l'enregistrement PSAN auprès de l'AMF. C'est ça, voilà, c'est la principale problématique qui se pose. Hein, aujourd'hui, c'est savoir si, pour reprendre, hein, déjà pour expliquer aux gens, parce qu'ils ne le savent pas forcément, mais le statut de prestataire sur actifs numériques, de service sur actifs numériques, il a été créé en même temps que la loi Pacte, donc vers 2018-2019. Et en fait, ce statut, il est justement accordé aux projets, il est demandé aux projets qui sont liés justement aux crypto-actifs. Donc l'idée, c'était de réglementer ces projets en leur imposant des standards, une liste de standards. Et aujourd'hui, les porteurs de projets NFT se posent souvent la question, et légitimement, de savoir est-ce que cette réglementation s'applique à eux et est-ce que tout simplement, ils peuvent être considérés comme des entrepreneurs qui manient ce qu'on appelle juridiquement des actifs numériques. Voilà. Et donc, nous, toute la problématique aujourd'hui qui se pose, c'est vis-à-vis de l'autorité des marchés financiers qui est en charge, si tu veux, de l'enregistrement de ces projets en tant que prestataire de services sur actifs numériques, c'est de savoir si l'AMF considère les projets qu'on leur amène comme si tu veux, comme des potentiels prestataires de services sur actifs numériques et donc avec un enregistrement qui serait nécessaire. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de réponse tranchée sur la question, parce qu'en fait, c'est vraiment complexe comme sujet. Donc nous, ce qu'on va faire, si tu veux, c'est qu'on va solliciter l'AMF par une sorte de mémorandum, si tu veux, qui est un document qui qualifie juridiquement très, très précisément le projet en allant vraiment dans le détail, une vingtaine de pages à peu près, une vingtaine, trentaine de pages, qu'on envoie à l'AMF. Et si tu veux, la réponse de l'AMF va être soit enregistrez-vous, soit il n'y a pas besoin de s'enregistrer. Et ce qui est intéressant, c'est que la réponse, si tu veux, de l'AMF va permettre va avoir une valeur pour l'entrepreneur et pour dégager sa responsabilité,
puisque l'AMF leur a dit bah non, en fait, tu n'es pas concerné par ce statut-là. Voilà, donc c'est aujourd'hui ce qu'on fait le plus pour nos clients. Et puis, on s'occupe aussi du volet corporate, c'est-à-dire la création de la société, tout ce qui a trait aux relations entre fondateurs, les levées de fonds, évidemment. Et on s'occupe aussi du volet propriété intellectuelle et RGPD. Parce que les projets NFT restent évidemment soumis aux obligations RGPD. Hein. C'est pour tout le monde à partir du moment où on manie de la data. Ok, on va attaquer les deux blocs suivants, les deux services suivants. On va rentrer un peu dans les détails après. Je voulais revenir, moi, c'est intéressant au niveau de l'AMF parce que c'est des technos qui évoluent quand même extrêmement rapidement. Comment ils arrivent à se tenir au courant un peu de ces évolutions-là et donc d'être capables de prendre des décisions réfléchies avec le peu de recul qu'ils peuvent avoir par rapport à ça? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'ils ont des processus en interne qui sont quand même clairs ou c'est vraiment au cas par cas? Ils ont une direction juridique qui suit évidemment l'évolution de la techno. Hein. Après, ils ne sont pas forcément en avance. Je dirais même qu'ils sont plutôt, désolé du terme, mais un peu en retard parfois, justement, vis-à-vis de la techno. Et aujourd'hui, ils travaillent aussi beaucoup avec le législateur européen, tout simplement, parce que en fait, l'évolution de la réglementation, ça va être au niveau européen, hein, ça ne va pas être au niveau français. Et c'est ce qu'on est en train de voir avec le vote du règlement, ce qu'on appelle MiCA, et ce règlement européen qui devrait rentrer en vigueur en 2024 et qui apportera beaucoup d'éclairage sur la manière dont sera réglementé les cryptoactifs, mais vis-à-vis des NFT, ce qui est mon cœur de métier, il reste encore beaucoup de flou parce que ce règlement, il ne fixe pas en fait vraiment encore les contours vraiment précis vis-à-vis des NFT de la réglementation. Ok. Parce que justement, côté enregistrement PSAN, quand on est un business où il va y avoir des rentrées en euros, on arrive sur les cryptos et on ressort, là, il y a forcément un transfert fiat crypto, par exemple. Si on a des services qui sont où on est 100% sur la blockchain, il y a des Ethers qui rentrent et des Ethers qui ressortent, à aucun moment il y a de l'euro ou de l'eau-dollar. De ce que j'ai compris, il n'y a pas forcément cette obligation qui est nécessaire là-dessus. Mais ça, tu pourras me le confirmer parce que c'est pas moi, je ne suis pas expert sur ce sujet. Au niveau des NFT, est-ce que tu peux expliquer ou donner des exemples de use case en général? Qu'est-ce que c'est? Quels sont les use cases ou les business models où l'enregistrement PSAN est obligatoire ou à contrario, un exemple où justement un business NFT où l'enregistrement PSAN n'est pas obligatoire? En fait, tout simplement, c'est ce qui va être déterminant, si tu veux, c'est bon, sans rentrer trop dans quelque chose de technique, hein, mais en fait, c'est tout simplement, est-ce que les NFT vont ouvrir des droits en fait à leurs détenteurs? C'est là où ça va être, où la frontière va être vraiment marquée. Et en fait, on s'aperçoit que des NFT qui sont plus artistiques, c'est-à-dire typiquement ce qu'on trouve beaucoup sur OpenSea, généralement, après, ça dépend vraiment du projet, est-ce qu'il y a un token propriétaire, etc., qui est associé au projet. Donc, il y a quand même pas mal de choses, mais généralement, ces projets-là ne sont pas considérés comme des prestataires de services sur actifs numériques. A contrario, par contre, des projets avec des NFT qui vont ouvrir des droits concrets, ça peut être des droits financiers ou des droits en nature, c'est suivant le projet. Là, par contre, ils ont tendance à rentrer dans la réglementation financière. Pour le coup. Donc, c'est pour ça que, si tu veux, il y a beaucoup de cas par cas, parce que chaque projet est unique et qu'en général, ils ont tous leur spécificité. Et donc, pour se protéger de cette incertitude aujourd'hui, c'est pour ça qu'on soumet un dossier à l'AMF sans forcément aller jusqu'à l'enregistrement, mais au moins, on permet aux entrepreneurs de se baquer, si tu veux. Et c'est fondamental pour eux. Voilà. Et vis-à-vis des investisseurs aussi qui les accompagnent, d'avoir la visibilité sur est-ce que à terme, ils vont devoir ou pas s'enregistrer. Ouais.
Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit, parce qu'en l'occurrence, oui, les NFT, on va vraiment venir greffer de manière technologique des utilités, quelles qu'elles soient, sont de plus en plus utilisées au-delà d'une simple image artistique, on va dire. Vraiment, l'utilitaire du NFT, ça touche de plus en plus de projets et on en voit fleurir énormément, même en Berre. Enfin, justement, tout ce qui est en train de se construire en ce moment, je le vois bien, c'est assez incroyable. De l'autre côté, il y a je sais pas, une cinquantaine, un peu plus d'une cinquantaine de projets qui sont enregistrés auprès de l'AMF. Comment ça va être possible pour l'AMF de faire valider, d'avoir l'enregistrement PSAN pour tout ce qui est en train de se construire aujourd'hui? Parce que le processus d'enregistrement, de ce que j'ai compris, bon, il est long, il est chronophage, il est coûteux. Il n'y aurait Ah pas oui, ça, non, mais tu poses une excellente question, hein. C'est un vrai problème parce que aujourd'hui, à ma connaissance, l'AMF est submergée littéralement de projets comme elle l'a jamais été. Il y a des dizaines de dossiers qui sont actuellement en cours d'inspection par l'AMF. Et c'est vrai que ça va être un gros challenge parce que je doute que l'AMF aujourd'hui ait les capacités de tout simplement de pouvoir gérer toutes les demandes entrantes parce que au-delà effectivement comme des projets en soi du process d'enregistrement, il y a aussi toutes les demandes entrantes telles que celles dont je te parlais, c'est-à-dire des projets qui juste demandent est-ce que je dois m'enregistrer ou pas. Et ça demande une vraie étude de l'AMF, puisque la réponse de l'AMF va avoir une vraie valeur, si tu veux. Donc, ils ne peuvent pas dire n'importe quoi. Donc, il y a un vrai challenge pour l'AMF. Je pense qu'à mon avis, ils vont renforcer leurs équipes vis-à-vis de ça. Et a fortiori, avec le nouveau statut dit CASP qui va être créé via MICA. Et là, il y aura encore plus de nouveaux projets qui vont arriver sur le bureau de l'AMF. Donc voilà. Et puis, il y a aussi la problématique de l'agrément qui aujourd'hui, en fait, si tu veux, le nouveau, bon, sans rentrer trop dans le détail, mais comment dire, le nouveau statut de CASP qui a été créé par le règlement MICA s'inspire directement du processus d'agrément. Et en fait, on parle souvent de l'enregistrement PSAN, mais il y a aussi l'agrément PSAN. Et l'agrément, si tu veux, c'est une procédure qui est optionnelle aujourd'hui, mais qui élève beaucoup plus les standards que l'enregistrement. Je pense par exemple à l'obligation de fonds propres. Et le statut de CASP s'inspire directement de l'agrément, sauf que ça va demander potentiellement beaucoup plus de travail à l'AMF parce que l'agrément est beaucoup plus fourni. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'il y a zéro projet qui est agréé en France. Zéro, hein. Donc, Ah oui, aujourd'hui, l'AMF n'est pas confrontée à ça, mais quand les standards vont augmenter et ils vont l'être mécaniquement à partir de 2024, et là, le problème va encore plus se poser. Voilà. Donc, à mon avis, hein, l'embouteillage qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être enregistré, il faut 6 à 9 mois. Et si les effectifs n'évoluent pas, ça risque d'être compliqué, quoi. Voilà. d'accord. Et puis pour tous ceux qui se lancent dans des projets NFT avec des utilitaires qui vont venir greffer dessus, avant de se lancer tête baissée, je pense que c'est bien de savoir comment on se place au niveau de la juridiction et donc de passer par un cabinet comme un Fluxio ETH pour s'assurer un petit peu de ce qu'on a le droit de faire, de ce qu'on n'a pas le droit, ce qu'on peut sans agrément ou sans enregistrement. Je pense que c'est important. Alors au niveau du deuxième service, donc tout ce qui va être corporate, bon, la création de la société, ça, je pense que les gens voient un petit peu près. Au niveau de la levée de fonds, moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous offrez comme service? Comment ça se passe entre le moment où l'organisme vient vers vous et quand ça ressort? Où est-ce que vous allez venir agir, vous? Nous, on vient, si tu veux, au moment pour régler le deal en lui-même, c'est-à-dire tout ce qui, voilà, pour faire pour rédiger un protocole d'accord, évidemment, et puis pour intervenir concrètement, techniquement dans la levée de fonds via, ça peut être typiquement une augmentation de capital. Et donc, on va intervenir à ce moment-là. Donc, c'est à la fois, si tu veux, c'est au moment de la négociation, donc la négociation des termes de la levée de fonds, et puis on va intervenir sur la partie exécution de la levée de fonds,
avec l'ensemble des formalités et de la documentation qui est nécessaire à la levée de fonds. Voilà, par l'émission de nouvelles actions, typiquement. C'est très clair. Au profit des nouveaux investisseurs. Yes. On va parler conditions générales de vente, conditions générales d'utilisation et C'est pas ce qu'il y a de plus fun, hein, mais... Mais moi, je trouve ça intéressant. Je pense que ça va intéresser d'autres personnes aussi. Et tout ce qui est RGPD, parce que c'est pas aussi fun, peut-être, j'en sais rien, chacun a sa définition du fun, mais en l'occurrence, c'est nécessaire. Et tout ce qui est RGPD aussi, quoi. Donc, quel est l'état des lieux un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui? Et vous, sur quel segment vous vous placez à ce niveau-là? En fait, si tu veux, la RGPD, ce que je disais, c'est le Règlement général de protection des données, hein, s'applique, et parfois ils ont tendance à l'oublier, mais elle s'applique pour le coup à tous les projets blockchain, parce que voilà, il y a de la data qui est maniée et que, comme tout projet, que ce soit dans le Web 3 ou dans le Web 2, il ne faut pas perdre les bonnes habitudes qui ont été instaurées. Et donc, on intervient, si tu veux, dans la mise en conformité des projets au niveau RGPD. Et ce sur quoi on travaille beaucoup, c'est aussi les conditions générales de vente, parce que vis-à-vis des NFT, ça va être absolument crucial, parce que c'est là, si tu veux, où on va régler vraiment la question de quels droits sont cédés lorsqu'on cède un NFT sur une plateforme, typiquement. Et donc, il faut être extrêmement précis là-dessus, parce que le code de la propriété intellectuelle, si tu veux, définit la manière dont on peut céder des droits. Et en droit français, il faut le faire d'une manière précise. Et ce formalisme-là, on va l'instaurer dans des conditions générales de vente qui vont être précises et qui vont permettre de clarifier la manière dont les transactions entre l'utilisateur et la plateforme vont s'opérer. Et parce qu'effectivement, même si les produits technologiques se complexifient, il faut qu'en termes de droit français, alors sous réserve qu'on soit en France, basé en France, doivent suivre elles aussi. Donc, pareil, je pense que de l'accompagnement aussi, c'est nécessaire quand on arrive sur des produits qui sont assez complexes pour ne pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, vous faites de la fiscalité ou pas du tout? Alors aujourd'hui, on travaille avec une avocate justement qui est spécialisée sur le sujet, maître Jenna Scaglia, pour la citer. Et donc, on travaille avec elle sur justement les questions fiscales qui se posent et qui peuvent être nombreuses, notamment pour les projets qui ont une portée internationale. Parce qu'il y a des problématiques, notamment liées à la TVA, qui peuvent être assez complexes et dont il faut définir un cadre qui soit très strict, parce que les pénalités en matière de fiscalité sont très très lourdes. Donc, il faut faire vraiment, vraiment attention à ce qu'on fait. C'est ce dont j'ai remarqué le plus, hein, c'est que c'est très tentant pour un entrepreneur de se lancer directement à l'international, parce que ça fait rêver. Donc, tu te dis, bon voilà, je crée un service et puis boum, je lance dans le monde entier, c'est bon. Le problème, c'est que la réglementation aujourd'hui vis-à-vis des cryptoactifs n'est pas du tout celle qui était celle d'il y a 10 ans, qui était quasiment inexistante. Aujourd'hui, la réglementation, elle est omniprésente, sincèrement, hein, elle est vraiment omniprésente. Et donc, il faut avoir vraiment conscience des pays dans lesquels on opère et de la zone géographique, de manière générale. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est ce que je conseille systématiquement, même si ce n'est pas obligatoire, c'est d'avoir un process KYC, c'est-à-dire Know Your Customer, qui soit vraiment très, très solide pour savoir exactement d'où viennent les acheteurs et appliquer la réglementation en fonction de la zone géographique de l'utilisateur ou de la plateforme, bon, ça, suivant le cas, mais si tu veux, c'est vraiment impératif que tu puisses maîtriser la manière dont tu distribues tes services, que ce soit si c'est qu'en France ou surtout de manière internationale. C'est vraiment fondamental d'avoir un cadre clair géographiquement. Il faut maîtriser, si tu veux, ta zone de vente. Tu ne peux pas aujourd'hui lancer un projet et te dire, voilà,
Les À l'arrache. utilisateurs vont venir et peu importe leur localisation. Ça, c'est plus possible, malheureusement. Ok, enfin malheureusement, mais aussi heureusement, parce que tout ça, Oui. ça permet de cadrer, Non, je donc disais malheureusement d'un point de vue, malheureusement, puisque c'était quand même beaucoup plus simple. Et ça Oui, demandait évidemment moins de réflexion, moins d'investissement. Mais aujourd'hui, la réglementation, elle est partout. Donc, il faut la connaître et il faut savoir l'appliquer. Et donc, il faut connaître ses utilisateurs. Et ça, c'est le plus important. Il faut les connaître. ouais. Vous êtes combien là aujourd'hui chez Influxio TH? Alors aujourd'hui, on est trois, deux associés et une personne qui travaille avec nous spécialisée justement sur ces questions. Et on prévoit de recruter quelqu'un d'ici début janvier, début D'accord. 2023. Pardon. Ouais, parce que va y avoir énormément enfin, va y avoir énormément de boulot avec tout ce qui est en train de se construire en ce moment par rapport à toutes ces problématiques-là. Bah justement, en parlant de problématiques, alors, sans voir trop loin, mais jusqu'à 2025, pour toi, côté régulation, compliance, droit, alors bon, c'est vrai que ton expertise est plus orientée NFT, donc je vais te poser la question là-dessus, mais si tu as aussi un avis sur le Web3 en général, quelles vont être les plus grosses problématiques à ce niveau-là sur les 5 prochaines années à venir? Alors, sur les 5 premières, c'est très difficile à dire. Par contre, d'ici 2024, on a une vision maintenant qui est claire. En 2023, sera définitivement adopté donc, le règlement MiCA, donc, comme ce dont je te parlais, qui est un règlement européen et donc qui a vocation à gouverner justement les projets de cryptoactifs et qui sera en application en 2024. Donc ça c'est acté. Et donc c'est là les standards qui s'appliqueront à l'écosystème vont nettement augmenter. Là, c'est clair et net. Donc on va avoir, et je pense que c'est pour le mieux, hein, on voit ce qui se passe avec FTX, Luna, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais clairement, il y a un problème aujourd'hui. Et puis, et ce qui est très intéressant aussi, c'est que, comme je te disais, vis-à-vis des NFT, il y a un flou encore, même au niveau du règlement MiCA. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Commission européenne a été mandatée pour, dans les 18 mois, faire un rapport spécial vis-à-vis des NFT et décider s'il y a lieu d'avoir une réglementation à part ou pas qui s'applique aux NFT. Donc très certainement, voilà, d'ici 2025, enfin, oui, c'est ça, je pense, d'ici 2025, un texte spécifique aux NFT qui devrait trouver application. Ok. Est-ce que t'as pas peur que, par exemple, le fait de complexifier ou de mettre trop de chaînes en termes de régulation va pousser les entrepreneurs à quitter la France, l'Europe pour des endroits où ça va être encore un petit peu plus flou, par exemple? Bah, moi, je ne pense pas, parce qu'en fait, si tu veux, à partir du moment où tu proposeras tes services en Europe, tu devras respecter la réglementation. Donc, en fait, même si tu vas, allez, on va parler de Dubaï, hein, typiquement, c'est pas parce que tu es à Dubaï que tu ne devras pas respecter la réglementation européenne, sauf si tu ne veux exercer qu'à Dubaï, ce qui n'est jamais le cas, hein, en fait. C'est évidemment que les marchés qui sont visés par ces entrepreneurs, c'est l'Europe, c'est les États-Unis. Pareil, les États-Unis, je pense que la réglementation est en cours aussi, mais avec ce qui arrive, ce qui est en train d'arriver à FTX, je pense que ça va être très, très énervé niveau réglementation. Euh, donc, en fait, si tu veux, je pense qu'il ne faut pas, voilà, il faut pas essayer de fuir, parce que fuir, en fait, ça ne veut rien dire de toute façon, comme je te disais. Il faut simplement que les entrepreneurs qui se lancent dans ce domaine-là n'aient pas peur, parce qu'en fait, cette réglementation, elle n'est pas si contraignante que ça. Elle est le fruit du bon sens, finalement, en fait. C'est simplement, comme je te disais, des règles, en fait, qui coulent de source, de savoir quels sont tes utilisateurs, d'où viennent-ils, avoir des exigences aussi vis-à-vis de est-ce que les fondateurs ont déjà créé des projets avant? Ça, c'est logique. Est-ce qu'ils s'y connaissent dans la techno? C'est logique. Est-ce que le projet est capable d'avoir des fonds propres suffisamment solides? C'est logique.
Donc, en fait, quand on est de bonne foi, normalement, la réglementation, elle est assez facilement applicable. C'est pour les projets qui sont des scams où là, c'est quasiment impossible. Mais tant mieux, ça fera le tri, hein. Je pense que c'est nécessaire de toute façon pour l'écosystème. Voilà, mais il ne faut pas avoir peur de la réglementation parce que finalement, voilà, rien n'est impossible et c'est largement faisable pour tout entrepreneur qui est de bonne volonté, sincèrement. Ok, super. On va arriver sur la fin de l'interview, Raphaël. Pour un petit mot de la fin, on avait parlé juste avant d'un guide pratique que tu avais monté, si tu veux éventuellement toucher un mot. Alors en fait, on a créé donc ce guide donc, qui s'appelle les 7 choses à savoir lorsqu'on lance son projet NFT. Donc c'est un guide qui fait 35 pages, mais qui vraiment se veut le plus pédagogique possible et qui regroupe les 7 thèmes, 7 questionnements juridiques principaux que se posent, voilà, qui se posent aux entrepreneurs dans le secteur des NFT. Donc voilà, par exemple, typiquement cette question du statut PESAN, les questions fiscales, les questions liées au droit de la consommation, les questions vis-à-vis de la cession des droits lorsqu'on vend un NFT, la future législation européenne, voilà, et puis évidemment la protection de la marque aussi, qui est un sujet qui est très important pour les personnes qui se lancent dans le métaverse notamment, hein, c'est des questions qui se posent. Mais voilà, l'idée c'était d'avoir un guide. On a fait une première mise à jour il y a un mois, même pas, de ce guide-là, parce que la réglementation évolue tout le temps, donc il a fallu le mettre à jour. Mais c'est vrai qu'on a plutôt des bons retours, et puis en fonction des nouvelles questions qui se posent, on le fait évoluer. Je pense qu'on va le faire évoluer chaque trimestre. On va le faire évoluer tout le temps en l'enrichissant. Et je pense que c'est un vrai bon outil pour des entrepreneurs, pour juste voilà, être conscient des problèmes. Parce que parfois, ils n'en ont même pas conscience, hein. C'est même pas qu'ils ne veulent pas respecter la réglementation. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses à savoir finalement et que ça permet d'appréhender et de voir, voilà, sur ce sujet-là, je n'ai pas besoin d'accompagnement. Sur celui-ci, visiblement, c'est complexe, donc oui. Et en fonction de son projet aussi, tout simplement, savoir quels enjeux juridiques vont se poser. Super. Bon, pour les plus curieux, on mettra des liens dans la description pour ceux qui veulent voilà, aller un petit peu plus loin. Je te remercie pour ton temps et ton partage, Raphaël, et je te souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup, Pierre. Au revoir.